quelques réflexions en ce samedi 18 février 2017. Je viens d'écouter sur France Culture la conversation scientifique avec Klein, et j'apprécie une formule à propos de Weininger et du fait que la valse était considérée à Vienne au début du XXe siècle comme féminine, parce qu'elle revenait toujours au même point. Bon. Weininger, Otto Weininger, qui a écrit un ouvrage sur le sexe, qui a eu beaucoup de succès, Geschlecht, et il semble qu'il y ait eu un énorme succès, et d'une certaine manière, je pense que mes travaux ont une tonalité qui n'est pas très éloignée de celle de Weininger. Bon. Alors, je réagis sur un certain nombre de points, par ailleurs, de tout ce que j'ai entendu ce matin. Par exemple, on dit qu'il y a l'hyper-localisité, et puis il y a la mondialisation, et puis il y a la nation. Et on oublie de parler de l'empire. Ça, je trouve que c'est très regrettable. Le véritable personnage, c'est l'empire. C'est pas la mondialisation, c'est pas la nation, c'est l'empire. Et le fait d'ignorer ou de laisser de côté la question de l'empire dans l'analyse de la situation mondiale, et même historiquement, et géographiquement, est une faute gravissime sur le plan épistémologique. D'ailleurs, en général, la notion de peuple élu ne fait sens que par rapport à la notion d'empire. Un peuple élu, c'est celui qui est désigné pour dominer d'autres peuples. C'est vrai dans les représentations de Joseph, de Judas. Alors on me dira, oui, mais alors finalement, en quoi cette notion d'empire fait sens pour les Juifs, par exemple? Eh bien, ce serait oublié, et pourtant on le voit à la mort de Salomon, que Salomon règne sur un empire. Et la preuve en est, c'est qu'à la mort de Salomon avec son fils Roboam, eh bien cet empire il va se démanteler, il va se disloquer, il va donner naissance à deux entités, le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Mais ça n'est pas par hasard que c'est comme ça. C'est parce qu'en réalité, on revient à un état antérieur à l'empire. On revient à un empire qui se disloque, c'est pas un empire qui se disloque de façon complètement arbitraire et aberrante. Non, c'est un empire où les entités qui composaient cet empire retrouvent leur indépendance, leur autonomie, ça n'a rien à voir. Et on s'aperçoit que les tribus du Nord se sont rebellées contre le joug de la dynastie davidienne, et on dit non, maintenant qu'ils voulaient, je vous lis le renvoi au deuxième livre des Chroniques, elle voulait que le poids des impôts, notamment le poids des redevances, soit allégé, et à partir du moment où Roboam, le fils de Salomon, ne l'a pas voulu, il y a eu sécession, et ils ont dit, mais nous ne voulons plus dépendre de... Si nous ne voulons plus dépendre, c'est-à-dire que le lien entre le nord et le sud, il était purement factuel, je dirais presque. C'est-à-dire qu'il ne correspondait pas à une réalité absolue, une réalité congénitale. Et par conséquent, le nord comportait des tribus qui, en fin de compte, étaient probablement les tribus locales. Celles qui étaient là lorsque les Hébreux sont arrivés en Palestine, en terre de Canaan. Elles ont été subjuguées, elles ont été soumises. Et donc, c'est ce qu'on appelle les 10 tribus perdues. En réalité, ce n'étaient pas des tribus hébraïques, quelque part. Il faut quand même le savoir. Au fond, il s'est passé sous Salomon la même chose qui s'est passé lorsque un certain nombre d'empires ont disparu, comme l'Empire austro-hongrois, ou l'Empire ottoman, ou même ce qu'on peut appeler l'Empire russe, en 89, 91. Et puis, à ce moment-là, les empires anglophones, français, anglais, portugais, espagnol, etc. Donc, c'est cette idéologie impériale qui sous-tend en réalité
le pouvoir de Jérusalem sur la région. Hein. Donc Salomon n'est pas simplement un roi, c'est aussi un empereur. Et donc le peuple de Juda est un peuple élu pour dominer des tribus différentes. Et on comprend mieux à ce moment-là pourquoi on voit dans le songe de Joseph, les songes de Joseph, les étoiles et puis les gerbes de blé se prosterner devant un centre. Et on voit aussi pourquoi, dans la bénédiction de Jacob à ses fils, Judas est désigné comme porteur du sceptre royal, en quelque sorte. Donc là, il y a des discours qui sont là pour sous-tendre un pouvoir qu'on présente sous la forme d'une relation entre les fils d'un seul et même père, mais c'est une fiction. Une fiction. Alors cette fiction, à mon avis, elle est liée, elle est d'origine israélienne, enfin israélite, c'est-à-dire ce sont les royaumes du Nord qui ont laissé croire qu'ils faisaient partie de ce peuple hébreu avec lequel Yahvé aurait fait alliance en quelque sorte. Et d'ailleurs, une grande partie du livre de l'Exode, à mon avis, a été remaniée dans un esprit de ce genre. Ce qui pose d'ailleurs beaucoup de questions sur... Finalement, tout se passe comme si, au fond, le Pentateuque serait en partie l'œuvre des tribus du Nord. Tribus du Nord, c'est-à-dire du royaume d'Israël. Et pas des tribus du Sud. Et pas du royaume de Juda. Alors j'ai déjà fait pas mal de réflexions à ce sujet, je n'y reviendrai pas. Et je continue mon tour d'horizon intellectuel en montrant à quel point un des dénis majeurs, c'est tout simplement le déni de dualité. Dire, voilà, la dualité n'est pas nécessaire. La dualité est conflictuelle. La dualité est déséquilibrante. Et donc c'est parce qu'il y a ce déni de dualité qui, bien évidemment, en aval, il va y avoir toutes sortes d'autres dénis. Déni de l'homme et de la femme, au niveau des fonctions différentes et complémentaires. Déni, presque on pourrait dire, de la division des classes, de la lutte des classes. Déni du rapport entre l'étranger et le natif. Etc., etc. Il y a toute une série comme ça de dénis qui découlent de ce principe de refus de dualité, à moins que ce soit l'inverse, ce soit les différents dénis qui aboutissent à ce déni de dualité, mais c'est parce que les gens n'arrivent plus à penser le déni, à penser la dualité, qu'il y a tout un ensemble de phénomènes qu'on ne comprend pas. Et je terminerai sur ce point, à savoir que la question aujourd'hui de l'immigration, il faut la situer autrement. C'est-à-dire que l'immigration, c'est l'invasion par le bas. Parce qu'on sait très bien que les immigrés, ils envahissent les basses couches de la société. Donc, invasion du monde d'en bas, et ce monde d'en bas, il a toujours été compliqué, puisqu'il a été envahi par les machines, il a été envahi par les immigrés. Ce monde d'en bas, il est corvéable à merci. Et les femmes en font partie. Alors, apparemment, le fait de mettre en avant cette question de l'immigration dans un certain nombre de programmes politiques ou concernant le Brexit peut paraître dérisoire. Mais en réalité, c'est un enjeu majeur qui va beaucoup plus loin que cela. Le refus de l'immigration, c'est aussi le refus de la machine, le refus des femmes, le refus des robots, etc. Et l'immigré n'est jamais que l'archétype de toute cette population des basses classes, de la société d'en bas, qui est aussi, quelque part, la base aussi. Donc c'est le paradoxe, c'est que c'est à la fois la base, le mot base vient de bas, c'est la base, mais c'est aussi une espèce de cloaque, en fin de compte, sur lequel le monde d'en haut est installé. Et là, pour terminer sur l'astrologie alpha-oméga, qui m'est chère, la phase alpha, c'est une phase où le haut est complètement submergé par le bas. Hein, il y a donc une invasion par le bas, pas par le haut, par le bas.
Parce qu'il y a deux types d'invasion. Il y a l'invasion par le bas, de gens peu qualifiés, peu doués, peu aptes à s'intégrer à un certain niveau, qui ne peuvent s'intégrer qu'à un petit niveau, un niveau médiocre. Et puis il y a les invasions par le haut, qui sont celles par contre de la phase oméga, si on peut dire, où à ce moment-là, c'est l'élite qui va être intrusive par rapport au bas, qui va le remettre à sa place, qui va le refouler d'une certaine manière, pas forcément géographiquement, mais en tout cas socialement et dans sa présence au sein du monde. Et il y a cette lutte fondamentale qui est une lutte entre le haut et le bas. Et le bas, c'est ce que j'ai appelé aussi la maisonnée. C'est le monde animal, c'est le monde des robots, c'est le monde des étrangers, c'est le monde des femmes. Et tout ce monde-là, il a des rapports extrêmement ambivalents avec le haut. Tantôt, il essaye de s'en emparer, et tantôt, il est en quelque sorte repoussé, asservi et refoulé. Voilà cette question-là. Alors la question de la gauche, effectivement, est assez paradoxale, parce que la gauche, et j'en ai parlé déjà, la gauche est-elle au service du haut ou du bas? C'est la grande question. On s'aperçoit qu'il y a parfois des paradoxes. Il semble que la droite, par exemple, défend les valeurs du bas, c'est-à-dire elle défend les valeurs populaires, populisme, et la gauche, finalement, malgré son image d'être l'expression des classes populaires, en réalité, serait plutôt, on parle souvent de la gauche bobo, la gauche ça, serait plutôt, au contraire, la volonté de contrôler le bas. Et d'ailleurs, on prend le cas de François Mitterrand, on s'aperçoit qu'il est arrivé à contrôler le Parti communiste, à l'abaisser, à le diminuer. Donc c'est pas rien, parce que le Parti communiste était le représentant du peuple. Et le peuple, c'est le bas. Hein, c'est le bas, c'est le monde d'en bas.